Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Grand 1. Le mouvement nationaliste émerge à la fin des années 1880. Plus tard, au début du XXe siècle, le Parti ouvrier réussit à imposer la question sociale sur le plan de la politique nationale. Et il sera alors contraint de choisir son camp quand la Ligue de la patrie française subira un échec majeur. Le PO, c'est-à-dire le Parti ouvrier, s'alignera avec la politique répressive de Georges Clemenceau. Grand 2. Maurice Barrès et Maurras renonceront au socialisme nationaliste alors qu'ils, je cite, en rêvaient, dit l'auteur. Dans un autre registre, on apprend qu'un avocat catholique anime un journal anti-franc-maçon du nom de l'Observateur français. Bon, avocat et catholique, c'est un peu étrange, mais bon, passons. Pour revenir sur Barrès et Maurras, on apprendra que le premier demandera au parti du deuxième, c'est-à-dire Maurras, alors qu'il souhaitait l'intégrer, de justifier et de clarifier le nom et les positions du parti. Grand 3. La montée en puissance de Raymond Poincaré est parallèle à la guerre franco-prussienne de 1870, qui a vu pendant cette période la création de la Banque d'État marocaine sous la tutelle de Paribas, BNP pour être moderne, au début du XXe siècle. Pour rester dans l'Afrique du Nord, la ville de Fès sera assiégée en 1911, à la demande du sultan de l'époque, alors assiégée par les Berbères et provoquant une réaction côté allemand. Grand 4. Côté Allemagne, le Reich du XXe siècle sera affaibli autour de la Triplice, une alliance conclue entre la monarchie austro-hongroise, l'Empire allemand et l'Italie dans un jeu d'alliance entre la France, l'Italie et l'Empire ottoman. Pour être dans la préparation à une future guerre avec le Reich, la politique en France, peu avant le début du XXe siècle, sera l'accroissement du service militaire demandé par les nationalistes. Les troisianistes montèrent au créneau. Grand 5. Qui est Poincaré ? Rapidement. Un avocat travaillant en collaboration avec les plus grands affairistes du XXe siècle. Et il fera même démissionner le gouvernement de Joseph Caillaux en janvier 1912, puis en formera un nouveau. L'objectif étant décrit dans la grande synthèse. De plus, on apprend que sa femme, dans ses anecdotes, vocifère l'inquisition fiscale. Intéressant, comme aujourd'hui pour certaines personnes qui ont du ressentiment envers cette grande institution, entre guillemets. Et bien d'autres choses encore dans la grande synthèse que je vous laisserai découvrir. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Jour 21. Le poincarisme. On apprend que le mouvement nationaliste avait émergé à la fin des années 1880. Quelques années plus tard, au début du XXe siècle, le Parti ouvrier avait tellement progressé qu'il fut capable d'imposer la question sociale comme une sorte de priorité nouvelle du débat politique national. Il bénéficiait d'une représentation unifiée et proposait aux ouvriers les, je cite, moyens crédibles de leur émancipation. Toujours dans la continuité de la naissance du mouvement nationaliste, celui-ci, face à un nouveau clivage du monde ouvrier et face à l'échec de la Ligue de la patrie française, furent contraints de choisir leur camp. Conscients de l'importance de l'ordre social, ils s'aligneront avec la politique répressive de Georges Clemenceau.
Très grand paragraphe de la page 150 parle d'un certain Henri Galichet, franc-maçon de son état, et il était dans le refus de la politique du pire. On apprend d'ailleurs que Maurice Barrès et Charles Maurras, qui étaient, je crois, des monarchistes, ont apparemment renoncé sans état d'âme au socialisme nationaliste, dont tous deux rêvaient depuis la fin du XIXe siècle. La prochaine phrase demande concrètement comment leur intégration dans le système partisan républicain s'est produite. Bon, la fin de la page 150 ainsi que la grande partie de la page 151 explique pour la première l'histoire d'un avocat catholique qui anime un journal qui s'appelle l'Observateur français et qui faisait des conférences contre la franc-maçonnerie. Et pour la dernière, elle retrace des grands noms du camp nationaliste, tous plus emblématiques les uns que les autres, comme Jacques Piou et Émile Drian. On apprend à la fin de la page 151 que les plus anticléricaux pénétrèrent l'Alliance républicaine démocratique. Toutefois, le plus grand nombre de ces derniers commencèrent à rejoindre la Fédération républicaine. Le grand paragraphe qui coupe la page en deux, page 152, relate des noms comme Maurice Spronck, un progressiste, d'abord à l'ALP, puis plus tard, mais pas trop, qui deviendra anti-Dreyfusard. Concernant Maurice Barrès, qui était une figure principale du nationalisme, il finira par rejoindre la mouvance progressiste, sans entrer en conflit avec Charles Maurras. Mais Maurice Barrès, le fera à une condition: de se mettre à justifier vers l'extérieur le nom de leur parti, ainsi que de clarifier les positions. Celle du parti de Charles Maurras. Dans la montée en puissance de Raymond Poincaré, qui est l'élément principal de ce chapitre, l'auteur relate les événements de la guerre franco-prussienne de 1870 à la création de la banque d'État marocaine sous la tutelle de Paribas. Nous sommes alors en 1906. Et il serait quand même d'ailleurs réellement intéressant de regarder qui était à la direction et d'observer, d'analyser l'histoire de cette banque ainsi que des influences des dirigeants. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train d'écrire et de synthétiser les prochaines vidéos qui devraient arriver sur la chaîne YouTube. Donc là, on va partir prochainement sur le livre d'Ernest Pardoe. Et puis après, on ira sur Intelligence du christianisme d'Alain Pascal, mais je suis aussi en train de voir un petit livre justement sur la façon dont les banques agissaient déjà entre le XIIIe et le XVe siècle. Voilà. Donc là, j'en suis encore au début, donc je vous en parle pas trop, mais ça risque d'être intéressant. Continuons. On apprend aussi l'occupation de Fès en 1911, à la demande du sultan, qui est assiégé par les Berbères et qui provoque une réaction côté allemand. Alors Fès, je regarde un petit peu, c'est une ville marocaine, au Maroc. Le système du Reich du début du XXe siècle, page 154, explique qu'il fut affaibli autour de la Triplice de 1882. Une entente conclue entre la double monarchie austro-hongroise, l'Empire allemand et l'Italie, par un jeu d'alliance entre la France, l'Italie et l'Empire ottoman. Plus tard, peu avant la Première Guerre mondiale, l'un des enjeux politiques de la France deviendra celui de l'effort d'armement et de l'accroissement du service militaire, demandé par les nationalistes. Maurice Barrès dans le giron, et il s'agissait de ramener la durée du service militaire à 3 ans pour compenser le manque de soldats que la France avait. De là, Raymond Poincaré s'enhardit face aux troisanistes, et les troisanistes étant ceux favorables à un service militaire de 3 années, tout simplement, en se révélant comme un véritable tacticien. Rapidement, il était avocat avec une clientèle comptant quelques noms des plus grands industriels de l'époque. Autant vous dire que les plus grands industriels de l'époque sont quand même les acteurs de la déstructuration du tissu social de notre beau pays, l'exode rural, etc., etc. Il fera démissionner le gouvernement de Joseph Caillaux en janvier 1912 et formera un nouveau gouvernement en poursuivant 2 objectifs décrits dans la page 155. Le premier étant de profiter de la campagne nationaliste sur les 3 ans pour rapprocher l'Alliance et la Fédération républicaine, et le deuxième d'empêcher un retour du bloc des gauches en semant le trouble dans la famille radicale, qui divisait sur les moyens d'éviter une guerre. Aristide Briand formera 2 gouvernements, et peu après, en faute de majorité, ils seront défaits. Plus tard, ils remporteront le 7 août 1910 de 358 voix contre 204 à la Chambre des députés, avec l'argument de, je cite, « préparation de la France à la guerre contre l'agression allemande ». La suite, en page 156, raconte les anecdotes de la femme de Joseph Caillaux, toujours aussi intéressant, aussi porteur du refus face à l'inquisition fiscale, ou encore qu'à partir de 1913, tous les bureaux de vote furent obligatoirement pourvus d'isoloirs.
De plus, on apprend aussi la reprise d'initiative au pouvoir des radicaux. La page 157 exprime aussi les différents nombres de députés dans tel ou tel parti radical, passant de l'Action libérale de Jacques Piou aux alliancistes, en partie minoritaire dans la gauche républicaine, ou plutôt aux républicains de gauche. On y parle aussi de l'aura, l'aura autour de la personne de Raymond Poincaré, auquel des partis sont sensibles. Le projet d'impôt sur le revenu fut voté le 15 juillet sous pression, visant un taux d'imposition très bas. Et c'est René Viviani qui, cédant à l'Élysée, renonça à la remise en cause des trois annistes. Voilà, donc c'est terminé pour l'histoire des droites, en tout cas pour la première partie, qui était quand même assez longue. Il y avait, je crois, à peu près 150 ou 160 pages à synthétiser. Voilà, donc tout à l'heure, si vous avez vraiment écouté toute la grande synthèse, vous avez pu comprendre que les 2 prochains sujets sur la chaîne seront des sujets de droit, et donc des sinistrés de la justice, du ressentiment qu'ils pourront avoir face à le rouleau compresseur de l'État, et les mafias, justement, d'État qui profitent de l'argent des Français, comme disait... comme je le disais plutôt, en réponse à ce que j'ai lu sur les d'Ernest Pardo, l'éternel vache à lait, c'est les Français, des mafias. Donc ça va être très intéressant. Vous allez voir, il y a pas mal de petits noms qui vont sortir, il y a pas mal de choses très croustillantes. Et puis après, nous parlerons évidemment de l'intelligence du christianisme d'Alain Pascal. Et puis, je vous encourage à aller sur le blog. D'ailleurs, sur le blog, ça s'appelle les résumés synthèses arriveront, concernant l'histoire des droites. Et, comme d'habitude, je vous encourage à ouvrir un bouquin, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée, de soirée. Allez, à bientôt sur mes lectures.